Des VHS aux plateformes de streaming, en passant par les DVD, notre façon de consommer des contenus audiovisuels a radicalement changé. Entre le canapé et la salle obscure, l'acte de regarder un film s'est réinventé, offrant de nouvelles expériences et suscitant de nouvelles questions. Le cinéma et ses salles, telles qu'on les connaît, sont-ils condamnés à disparaître au profit des plateformes de streaming? C'est le programme de location DVD qui a permis à Netflix, il y a 25 ans, de débuter. Mais depuis septembre 2023, l'offre de location a pris fin, marquant l'évolution vers un modèle de streaming qui bouleverse l'industrie. Nous allons analyser dans cette vidéo les évolutions chronologiques et questionner l'avenir du cinéma face à l'émergence des plateformes de streaming. Commençons tout de suite avec le cas Netflix. Il a été lancé en 1997, mais le service proposé ne ressemble pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Il s'agissait de la location de DVD physique. Et puis ce n'est qu'en 2005 qu'apparaît YouTube, où des vidéos sont postées, mais elles sont assez simples et il n'y a pas de film. Donc au début des années 2000, le cinéma n'est pas du tout concurrencé par le service de streaming vidéo en ligne. C'est même dans ce contexte que le nombre de spectateurs en salle augmente. On est passé de 149,3 millions d'entrées en salle en France en 1997 à 193,7 millions en 2013, avec même un pic à 217,2 millions en 2010. C'est aussi pendant cette période que sortent de grands succès au box-office français. En effet, les 3 films les plus visionnés de l'histoire du cinéma en France datent de cette période. On a d'abord Titanic de James Cameron, sorti en 1997 et qui a fait plus de 22 millions d'entrées en France, suivi de Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone, qui a réuni un peu plus de 20 millions de spectateurs en salle, puis Intouchable d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, qui a attiré plus de 19 millions de personnes. Plus globalement, 5 des 10 plus gros succès au box-office français sont sortis entre 1997 et 2013. L'économie du cinéma français, elle est toujours, depuis longtemps maintenant, elle est vraiment basée justement sur la recherche de cet équilibre entre des films qui vont rapporter de l'argent, qui vont faire tourner l'économie globale de la filière et la capacité du secteur tout entier à financer des films qui probablement ne seront moins, voire peu ou pas rentables, mais qui ont une valeur plus symbolique et qui permettent de défricher l'art cinématographique, de travailler davantage, on va dire, la recherche artistique et voire expérimentale dans le domaine du cinéma. Pendant ce temps, les services de vidéo en ligne se développent sans jamais concurrencer directement le cinéma. Les youtubeurs font des vidéos courtes et commencent à amasser plusieurs millions d'abonnés, et les médias plus traditionnels lancent leur propre chaîne YouTube, comme Arte en 2010. Le type de contenu s'élargit donc, avec des productions plus importantes et des films qui commencent à être disponibles sur Internet. Les chaînes de télévision, à la fin des années 2000, créent aussi leur propre site Internet, de manière à rendre disponibles des programmes qui ont été diffusés sur leur antenne, ce que l'on appelle le replay. Et ce n'est pas tout, puisqu'elles partagent aussi des contenus exclusifs à leur site web. Ainsi, Internet permet d'avoir accès à des contenus exclusifs, plus diversifiés et plus qualitatifs. On peut dire qu'à ce moment-là, Internet commence à se profiler comme un potentiel futur concurrent pour le cinéma. Cependant, Netflix reste un acteur assez inoffensif pour le cinéma français au début des années 2000. Certes, il a commencé à louer des vidéos à la demande sur des ordinateurs en 2007, mais son service reste restreint aux États-Unis, avant de se rendre disponible au Canada. En 2011, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, l'Europe anglophone et nordique ont accès à Netflix. Cependant, le cinéma français n'est pas inquiété par Netflix jusqu'en 2013. En 2013, Netflix devient accessible en France, mais la plateforme reste encore assez peu regardée à l'époque, avec 41 millions d'abonnés dans le monde. Mais c'est aussi l'année où est publiée la première série exclusive à la plateforme, House of Cards, qui est disponible en France en 2014. En revanche, le cinéma garde le monopole des grosses productions, mais peu à peu, Netflix attire de plus en plus. Les autres plateformes de vidéo en ligne commencent aussi à évoluer, pour ressembler un peu plus à ce que l'on connaît aujourd'hui. YouTube, par exemple, donne la possibilité de voir des films, parfois même proposés pour la plateforme exclusivement. Les youtubeurs aussi proposent des vidéos qui nécessitent plus de moyens. Pour autant, YouTube n'est pas un concurrent vraiment menaçant pour le cinéma français.
Les salles de cinéma enregistrent d'ailleurs chaque année plus de 200 millions d'entrées entre 2014 et 2019, en progression par rapport au début des années 2000. En parallèle, Netflix voit son nombre d'abonnés augmenter rapidement et dépasse les 100 millions en 2017. La plateforme tente peu à peu de devenir une alternative au cinéma de quartier. Elle affirme son statut tant auprès de la profession qu'auprès du public. Avec la production de 80 films originaux en 2018, Netflix a choisi de développer son offre de cinéma. Ce choix permet d'une part l'exclusivité et la fraîcheur des contenus et d'autre part le détournement des barrières juridiques qui sont propres à chaque pays. Cependant, peut-on considérer qu'un film qui n'est pas sorti en salle soit qualifié de contenu cinématographique? En réalité, Netflix, à travers sa diffusion en ligne, impose une nouvelle temporalité aux œuvres et transforme l'idée de rendez-vous du cinéma traditionnel. Netflix s'affirme clairement comme un acteur majeur de l'industrie cinématographique en finançant et en acquérant des films pour les diffuser sur sa plateforme. Il est important toutefois de dissocier le cinéma comme objet culturel, le film, et le cinéma comme dispositif de diffusion, c'est-à-dire le lieu où on va. Et puis bien sûr, si les films peuvent être visionnés sur différents supports, sur les grandes salles de cinéma, sur la télévision ou sur un simple téléphone, le dispositif même de la salle de cinéma reste indissociable de cet art. La crise sanitaire a accéléré une tendance de forme de sédentarité, la flemme, dans la société d'aujourd'hui qui pousse à la consommation de films à la maison plutôt qu'au cinéma car les places sont de plus en plus chères. La pandémie a eu des conséquences, on va dire, sur l'économie des salles, mais en termes de production, ça n'a pas eu de conséquences, on va dire, énormes. En revanche, ce qui a changé avec la pandémie, c'est effectivement plutôt les modes de consommation, hein, puisque la pandémie a énormément accéléré les pratiques en ligne, parfois pour des catégories de population qui n'avaient jusque-là pas complètement opéré le basculement, ou alors a accéléré cette mutation-là pour des gens qui avaient déjà l'habitude de consommer des produits audiovisuels en ligne. Et là, effectivement, les conséquences ont été importantes. Pas que ça ait changé radicalement ce qui existait auparavant, mais en jouant un rôle d'accélérateur finalement sur des tendances qui étaient déjà bien présentes. Comme un symbole, c'est pendant cette période que Netflix a dépassé les 200 millions d'abonnés dans le monde. En parallèle, les cinémas restaient fermés pendant la crise sanitaire, n'étant pas considérés comme essentiels. Après le Covid, les modes de consommation ayant changé, le cinéma ne s'est pas relevé rapidement. En 2020, seuls 65,3 millions d'entrées en salle ont été enregistrées. À titre de comparaison, ce chiffre s'élevait à plus de 213 millions en 2019. Les confinements ont donc eu une conséquence majeure sur la fréquentation des cinémas français. Alors après la crise, le redémarrage a été difficile. En 2021, le nombre d'entrées est resté sous la barre des 100 millions. En 2022, le nombre d'entrées est passé au-dessus des 150 millions. Puis, en 2023, ce chiffre a augmenté, passant à un peu plus de 180 millions, soit une augmentation de 18,9%. C'est alors que la fréquentation des salles enregistre son plus haut niveau depuis le Covid, révèle le Centre national de la cinématographie. Ainsi, le cinéma français a mis quelques années à se relever du Covid, mais connaît une fréquentation en hausse en 2023. Cette année, ce sont 3 films qui ont dépassé les 8 millions d'entrées et un français, notamment Un petit truc en plus, qui a dépassé les 10 millions d'entrées, ce qui n'était pas arrivé depuis le 2014 avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Cette année 2024 marque donc un réel retour au cinéma avec des productions françaises qui attirent en salle. Faisons un point sur la chronologie des médias. La préservation des salles de cinéma se fait en grande partie grâce à une réglementation, la chronologie des médias, qui a essentiellement pour but la sauvegarde de l'exploitation en salle des films. Initialement conçue pour protéger les salles de cinéma de la concurrence de la télévision, puis de la vidéo, la chronologie des médias avait pour objectif de garantir un équilibre dans le paysage audiovisuel. Elle est aujourd'hui une composante majeure du débat entre plateformes de streaming et cinéma, et la France s'est distinguée en édictant des textes contraignants. La chronologie des médias est ponctuellement actualisée pour s'adapter aux changements contemporains. D'ailleurs, le 24 janvier 2022, un nouvel accord réformant la chronologie des médias est signé. Alors Canal+ peut diffuser les films 6 mois après leur sortie en salle, contre 8 mois précédemment. De son côté, Netflix obtient le droit de diffuser les films 15 mois après leur sortie en salle s'il s'engage à financer le cinéma français.
Avec ses règles strictes, la France reste de loin le pays où on va le plus au cinéma en Europe et celui qui s'en sort le mieux depuis la période post-pandémie marquée par la progression constante de la consommation de films en streaming. Alors il faut voir ces mutations des pratiques de visionnage comme une opportunité de valoriser le cinéma et de promouvoir la diversité en offrant une gamme variée de contenus adaptés à tous les publics. Les plateformes de streaming permettent par exemple de remettre au goût du jour des films classiques, anciens ou d'ouvrir l'accès à des cinématographies étrangères souvent méconnues. Ces transformations poussent également les salles à se réinventer. Dans toutes les salles, on observe une diversification des propositions et une reconfiguration des lieux pour s'adapter aux attentes d'un public diversifié. Toutes les salles jouent maintenant cette carte-là. Dans toute la gamme de diversité des salles. C'est vrai pour les multiplexes où on voit que se développent beaucoup les projections événementialisées autour de ce qu'on appelle le hors-film, donc les concerts, les spectacles d'opéra, etc., tout le hors-film, et aussi les compétitions de jeux vidéo, par exemple, qui aussi, pour certaines salles, constituent une façon d'événementialiser un petit peu la proposition, de diversifier aussi un peu la proposition. Et les salles, on va dire, plus traditionnelles, les salles de centre-ville, les salles arts et essais, aussi jouent beaucoup cette carte-là en essayant de redevenir des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux culturels au sens large, au-delà du simple espace qu'ils sont au départ de programmation de films. Les salles essayent quand même de se réinventer pour proposer autre chose. Et c'est vrai que ça va de la convivialité avec un espace de restauration, un endroit où on peut boire un verre, discuter, etc., avec toute une pluralité de gammes de services, avec des accompagnements aussi, ça c'est extrêmement important, surtout pour les salles à réessai en particulier, où on va de plus en plus faire des accompagnements de toutes sortes, en invitant des personnalités du monde du cinéma, en proposant des prolongements sur certaines thématiques, sur certains films, etc., qui permettent d'offrir davantage que ce que peut offrir la découverte du film sur un petit écran d'ordinateur ou de télévision. Et pour inciter les gens à aller au cinéma, il faut en faire un événement. C'est aussi aux institutions de jouer un rôle pour renforcer la cinéphilie et continuer de soutenir les acteurs de l'industrie, producteurs, distributeurs, exploitants, tout en adaptant les lois aux nouvelles pratiques médiatiques. Il y a des choses qui sont possibles. Alors, il y a ce qui existe en France, c'est-à-dire les programmes d'éducation à l'image, les programmes nationaux d'éducation à l'image à tous les niveaux de scolarité. Donc ça peut être une façon, c'est le but de ces programmes, d'apprendre le chemin de la salle, pour reprendre la formule consacrée. Donc ça peut jouer un rôle pour certains élèves qui ont la chance d'en bénéficier. Et effectivement, ensuite, il y a toute la question des prescriptions. Que certains prescripteurs sur les réseaux sociaux qui sont très écoutés justement par certaines classes d'âge qui ont une influence importante, si effectivement ils jouent ce rôle-là d'inciter à privilégier l'expérience cinématographique en salle, oui, ça peut avoir une incidence, évidemment. Ainsi, ce ne sont pas ces nouveaux modes de diffusion qui menacent le cinéma, qu'il s'agisse de son aspect artistique ou de sa dimension liée aux salles. Les deux peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. On peut imaginer que ces deux modes de consommation des films, puisque c'est des films essentiellement dont on parle, même si l'audiovisuel n'est pas constitué que de films, mais que ces deux modes de consommation continuent de cohabiter, avec les cinémas qui vont jouer de plus en plus sur ce qui était déjà l'apanage des multiplexes, c'est-à-dire le côté grand spectacle, spectaculaire, grand écran, son très performant, etc. Et le côté aussi de la sortie collective, de la vision collective des films, de la découverte collective qui malgré tout compte beaucoup, pas seulement pour le public cinéphile qui est très attaché à ces éléments-là, mais aussi pour un public plus populaire, plus grand public, on va dire, qui va consommer, qui va aussi apprécier la sortie cinématographique en tant que telle. Peut résider dans la préservation de la richesse de la production française, un enjeu qui doit se faire par le dialogue entre le public, les institutions et les acteurs de l'industrie cinématographique.
Et toi, qu'en penses-tu de l'émergence des plateformes de streaming? N'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire et abonne-toi également à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt sur Focus.